Le ciel de Lyon s'assombrissait lentement. Une pluie fine dessinait des perles sur les vitres du petit café du quartier Croix-Rousse. Camille leva les yeux vers l'horloge murale. Il était presque 11 heures du soir. La dernière cliente avait quitté les lieux une demi-heure plus tôt, laissant derrière elle une tasse vide et l'odeur persistante d'un parfum floral bon marché. Camille, les épaules fatiguées et les jambes lourdes après une journée entière à courir entre les tables, éteignit les lumières une à une, referma la caisse et tira sur la corde de sa capuche. Elle connaissait le chemin du retour par cœur. 3 arrêts de tram, une marche de 10 minutes, puis son petit studio au dernier étage d'un immeuble ancien. Rien de palpitant, juste une routine modeste, discrète, mais qui lui appartenait. Elle s'engagea dans la rue en serrant les pans de son manteau contre elle. Le vent soufflait par bourrasques, soulevant les papiers gras et les feuilles mortes. En approchant de l'arrêt du tram, son regard fut attiré par une silhouette immobile sur un banc en bois sous un lampadaire vacillant. Une petite fille, seule. Elle portait un manteau rouge, trop grand pour elle, et ses jambes pendaient sans toucher le sol. Sa chevelure brune, trempée par la pluie, collait à ses joues pâles. Camille ralentit, s'arrêtant à quelques mètres. Aucun adulte en vue, pas de sac, pas de valise, rien. Elle jeta un coup d'œil autour. Le square à côté était désert, les rues voisines silencieuses. Peut-être les parents étaient-ils partis acheter quelque chose rapidement? Peut-être la petite s'était-elle égarée en cherchant un arrêt. Camille attendit quelques instants, scrutant le moindre mouvement. Rien. La fillette ne semblait pas remarquer sa présence. Avec précaution, elle s'approcha, laissant ses pas crisser doucement sur le sol mouillé. Elle s'accroupit à hauteur d'enfant, en gardant une certaine distance. « Salut, tu t'es perdu ?» La petite leva lentement la tête. Ses yeux étaient grands, sombres, un peu rouges. Pas de larmes, pas de panique non plus. Juste un mutisme étrange. Elle ne répondit pas. « Tu attends quelqu'un? Tes parents peut-être ?» Toujours pas un mot. Camille sentit un frisson d'inquiétude lui parcourir l'échine. Elle observa les mains de l'enfant. Elles étaient glacées, rougies par le froid. « Tu veux que j'appelle quelqu'un ?»« La police. » Aucune réaction. Juste ce regard figé, presque vide. Mais au moment où Camille se leva, hésitante, la petite tendit doucement la main. Pas pour fuir, pas pour parler, juste pour chercher un contact, une présence. Ce simple geste si discret brisa quelque chose chez Camille. Elle soupira, jetant un dernier regard à la rue silencieuse. Pas une âme. Elle prit la main de la petite, froide comme la pierre, et la serra doucement. « Bon, tu ne devrais pas rester seule ici. Viens, on va se mettre à l'abri, juste le temps de comprendre ce qui se passe. » La fillette ne résista pas. Elle descendit du banc sans un mot, les yeux fixés au sol. Camille l'emmena à travers les ruelles encore brillantes de pluie, tenant fermement sa main. Le tram était désert. Elles s'assirent l'une à côté de l'autre et le véhicule vibra doucement en démarrant. Durant le trajet, Camille ne tenta pas de parler davantage. Quelque chose dans le silence de l'enfant lui faisait comprendre que les mots ne serviraient à rien. Pas encore. Elle observait simplement ses petits pieds trempés, ses vêtements trop fins, et se demanda comment une enfant aussi jeune pouvait se retrouver seule à une heure pareille. Arrivée devant son immeuble, elle hésita un instant en sortant les clés. Elle n'avait jamais ramené quelqu'un chez elle, encore moins une inconnue. Mais cette situation échappait aux règles habituelles. La petite n'avait toujours pas dit un mot, mais ne montrait aucun signe de peur non plus. Elle avait juste l'air lasse. Camille ouvrit la porte, alluma la lumière et invita silencieusement la fillette à entrer. Le studio était modeste. Une pièce principale, une kitchenette, un matelas contre le mur, quelques livres, une étagère bancale. L'enfant resta debout près de l'entrée, goûtant silencieusement sur le parquet. Camille attrapa une serviette et la lui tendit. « Tiens, tu vas attraper froid. » L'enfant prit la serviette, l'enroula autour d'elle sans un mot. Elle s'assit sur un tabouret, sans bouger, sans regarder autour. Camille ouvrit un placard, sortit un paquet de biscuits, un bol de lait chaud. « Tu veux manger un peu ?» Pour la première fois, l'enfant hocha timidement la tête. Camille la regarda avaler les morceaux avec lenteur. À ce moment précis, elle n'avait aucune idée que cette soirée allait bouleverser sa vie. Elle croyait seulement faire un geste simple, humain. Offrir un abri, un peu de chaleur, à une enfant seule sous la pluie. Elle ignorait tout du nom de cette petite. Elle ne savait pas encore qu'en la ramenant chez elle, elle venait de franchir une frontière invisible, et que l'histoire de sa propre vie venait, silencieusement,
de changer de cap. Camille ne dormit presque pas cette nuit-là. Allongée sur son matelas, elle écoutait les petits bruits discrets de son minuscule appartement. Le tic-tac de la vieille horloge sur l'étagère, les gouttes de pluie frappant encore la fenêtre, et plus que tout, le souffle régulier de la petite fille assoupie dans la couverture qu'elle avait installée sur le canapé. L'image de cette enfant seule, muette, sous la pluie, lui revenait en boucle. Elle ne comprenait pas. Comment une fillette aussi jeune avait pu se retrouver ainsi dehors à une heure aussi tardive, sans personne pour s'inquiéter, sans même un objet personnel, sans un mot sur son identité. Camille, serveuse dans ce café depuis bientôt 3 ans, n'était pas du genre à s'impliquer dans des histoires qui ne la regardaient pas. Elle avait appris, à force de vivre seule, à se protéger de ce qui pouvait bouleverser son fragile équilibre. Mais là, elle n'avait pas pu détourner les yeux. Il y avait dans le regard de cet enfant une douleur muette qui lui avait serré le cœur. Et ce petit geste tendre mais si discret, cette main tendue, cette demande de présence, avait tout changé. Le matin venu, Camille se leva tôt, bien avant son réveil habituel. Elle prépara du thé, fit griller quelques tartines et se retourna pour observer la petite. Elle dormait encore, recroquevillée, les traits tirés malgré le calme de son sommeil. Elle avait dû lutter contre la fatigue toute la nuit. Camille, assise à la petite table près de la fenêtre, hésitait. Fallait-il appeler la police, un service d'urgence, ou peut-être attendre encore un peu? Elle redoutait de brusquer l'enfant, de lui faire revivre une peur qu'elle n'avait pas encore exprimée. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui disait que la situation était plus complexe qu'elle n'en avait l'air. Vers 8 heures, la petite se réveilla. Elle ouvrit les yeux lentement, observa la pièce sans panique, comme si elle avait déjà accepté l'étrangeté de l'endroit. Camille lui sourit, cherchant à ne pas paraître intrusive. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle doucement. La fillette hocha la tête. Elle se redressa lentement, sans quitter des yeux son bol de lait, encore tiède. « Tu veux me dire ton prénom ?» demanda Camille. Un silence. Puis à voix très basse, presque imperceptible, un mot s'échappa. « Élise. » Camille répéta ce prénom intérieurement. « Élise. » Cela sonnait simple, doux, familier. Un prénom qui aurait pu appartenir à n'importe quelle petite fille de ce quartier. Mais elle savait qu'il y avait un abîme entre les apparences et la vérité. « Tu sais où sont tes parents? Tu veux que je les appelle ?» Élise baissa les yeux. Elle tripotait la manche de son pull, nerveusement. Aucun mot ne vint. Camille soupira et se leva. Elle se sentait prise au piège d'un choix qu'elle n'avait jamais prévu. Tout en elle criait de ne pas s'impliquer davantage. Mais elle savait déjà qu'elle ne pouvait pas se contenter de l'avoir accueillie une nuit. Il y avait une urgence muette dans le regard d'Élise, une peur sourde qu'elle ne savait pas encore exprimer. Elle attrapa son téléphone, hésita un instant puis appela un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis longtemps, celui du service d'aide sociale à l'enfance. Elle expliqua brièvement la situation, sans trop entrer dans les détails. Une petite fille trouvée seule, muette, sans papier, sans indication. Ils prirent note, lui dirent qu'un travailleur social la rappellerait dans la journée. Les délais étaient longs, trop longs. Camille raccrocha avec un sentiment d'inutilité. On lui avait dit d'attendre, de ne pas s'inquiéter, que tout serait traité selon les procédures. Mais elle connaissait ces procédures, les délais, les lenteurs. Elle savait que pendant ce temps, Élise restait une enfant sans voix, sans refuge clair, sans protection immédiate. Elle se tourna vers la fillette, qui mangeait lentement une tranche de pain. Son regard croisa celui de Camille. Il y avait quelque chose de changé, une étincelle de confiance peut-être. Comme si cette nuit passée entre les murs rassurants de cet appartement l'avait apaisée, même un peu. Camille s'agenouilla devant elle. « Écoute, Élise, je vais essayer de comprendre ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas obligée de tout me dire tout de suite, mais si tu veux rester ici, le temps qu'on trouve une solution, c'est possible. Je ne suis pas riche, je ne suis pas ta famille, mais je peux t'aider à rester au chaud, en sécurité. Tu es d'accord ?» Élise ne répondit pas tout de suite. Puis elle acquiesça lentement, un petit signe de tête à peine perceptible, mais suffisant. Camille sentit un nœud se desserrer dans sa poitrine. Elle prit alors une décision spontanée, pas guidée par la logique, ni par la peur d'éventuelles complications. Une décision de cœur, irréversible. Elle garderait Élise chez elle, au moins jusqu'à ce que les services sociaux interviennent ou que la petite parle enfin. Elle ferait attention, éviterait de sortir trop longtemps et attendrait que quelque chose se révèle.
Cette journée se déroula dans une étrange suspension. Camille avait pris un congé, prétextant un souci de santé auprès du café. Elle resta à l'appartement, jouant le rôle de gardienne discrète. Elle proposa des jeux à Élise, tenta quelques questions plus indirectes. Mais la petite restait silencieuse, absorbée dans son propre monde. Elle observait tout, répondait parfois par des gestes ou des mimiques, mais refusait de s'ouvrir davantage. En fin d'après-midi, Camille tenta une nouvelle approche. « Tu as une école? Un endroit où tu allais tous les jours ?» Élise haussa les épaules. Puis, comme si elle avait peur de dire une bêtise, elle détourna la tête. Camille comprit que ce n'était pas de l'oubli. C'était une volonté d'effacer quelque chose, une défense. Elle passa la soirée à tenter de décrypter ce mystère silencieux. Chaque regard, chaque mouvement d'Élise devenait un indice, une trace à suivre. Camille ne savait pas encore dans quelle histoire elle était en train d'entrer. Elle se disait seulement qu'une enfant ne disparaissait pas comme ça, sans que personne ne cherche, sans qu'un adulte s'inquiète. Et c'était peut-être ça, le plus troublant. À minuit passé, alors que Camille éteignait les dernières lampes, elle reçut enfin un message du service social. L'agent promettait de rappeler le lendemain matin. Elle posa son téléphone, se glissa dans son lit sans bruit. Élise dormait déjà, roulée dans la couverture comme une chrysalide. Camille fixa le plafond, le cœur battant. Elle pensait à la décision qu'elle venait de prendre. Une décision irréfléchie, certes, mais profondément humaine. Protéger une enfant, lui donner un toit, rien de plus. Elle était loin d'imaginer que cette petite fille portait un nom connu dans toute la ville, que sa disparition allait bientôt secouer tout le pays et que dans quelques heures à peine, chaque chaîne d'information diffuserait son visage sous le mot terrible « enlèvement ». Le lendemain, la lumière du jour filtrait à travers les rideaux du petit studio, révélant une atmosphère presque paisible. Camille, encore fatiguée de sa nuit agitée, s'était levée tôt pour préparer un petit déjeuner simple, du pain grillé, un peu de confiture et 2 bols de chocolat chaud. Elle jeta un œil vers Élise, encore emmitouflée dans la couverture sur le canapé. Son visage semblait plus serein, mais toujours fermé, imperméable à toute tentative d'ouverture. Le silence entre elles n'était pas hostile, mais lourd d'attente, de questions suspendues. Camille s'assit à la table, posant les bols avec douceur. Le bruit attira doucement l'attention d'Élise, qui s'éveilla sans un mot. Elle se leva, ses petits pieds nus effleurant le sol froid. Lentement, elle rejoignit Camille à la table, s'assit et commença à manger, comme la veille, en silence. Chaque geste était mesuré, comme si elle craignait de déranger quelque chose d'invisible. Après quelques bouchées, Camille tenta une nouvelle fois de briser la distance. « Tu sais, je ne veux rien te forcer à dire, mais si tu veux que je t'aide, j'ai besoin de comprendre un peu plus. Tu es partie de chez toi? Quelqu'un t'a laissé là-bas, sur ce banc ?» Élise baissa les yeux, mordilla un morceau de pain sans répondre. Camille sentit une frustration silencieuse monter, non pas contre la fillette, mais contre l'ampleur du vide qu'elle devait combler sans avoir d'indice. Elle ne voulait pas presser Élise, mais la situation devenait plus complexe chaque heure. Aux alentours de 9 heures, le téléphone vibra. C'était enfin l'assistante sociale. Camille s'éloigna légèrement pour répondre, jetant un regard discret vers Élise, qui n'avait pas bougé. « Bonjour, ici Camille Morel. Oui, c'est moi qui ai signalé la présence d'une petite fille. Non, toujours aucune information supplémentaire. Elle a juste dit s'appeler Élise. Elle ne parle presque pas. Pas d'adresse, pas de parents mentionnés. » La voix à l'autre bout prit un ton sérieux. On lui demanda de ne pas quitter son domicile, d'attendre une visite dans les prochaines heures. Un agent allait venir pour vérifier la situation. Camille accepta, consciente que cette intervention était inévitable, bien que tardive. En raccrochant, elle croisa à nouveau le regard d'Élise. Un regard inquiet cette fois, comme si l'enfant avait deviné que quelque chose allait changer. Pour l'apaiser, Camille tenta un sourire. « Ce sont des gens qui peuvent nous aider. Tu n'as rien à craindre, d'accord? On va juste essayer de mieux comprendre. » Mais dans les yeux d'Élise, il n'y avait pas de confiance, seulement une retenue douloureuse, presque animale. Camille comprit qu'elle avait franchi une ligne invisible. L'enfant commençait à s'attacher à ce refuge improvisé, et la perspective d'être arrachée à cette nouvelle sécurité, aussi fragile soit-elle, la terrorisait. Les heures passèrent lentement. Pour occuper le temps, Camille proposa des jeux de société qu'elle gardait au fond d'un placard, vestige d'anciens dimanches avec ses nièces. Élise accepta, avec une timidité constante. Elle jouait en silence,
Mais ses gestes se firent plus assurés, son regard un peu plus présent. Camille observa chaque détail, consciente que ses petits progrès étaient aussi fragiles qu'un équilibre sur le fil. Vers midi, la sonnette retentit. Un homme d'une quarantaine d'années, accompagné d'une femme au regard professionnel, se présenta. Ils montrèrent leur badge du service de protection de l'enfance. Camille les fit entrer, un peu tendue. Élise se figea, les yeux rivés au sol. « Bonjour, mademoiselle Morel. Nous venons constater la situation. L'enfant est ici ?» Camille hocha la tête, montrant Élise du regard. « Voici Élise. Elle est ici depuis avant-hier soir. Je l'ai trouvée seule, tard, près de l'arrêt du tram à Croix-Rousse. Elle ne parle presque pas. Elle m'a seulement donné son prénom. » L'homme s'agenouilla doucement à la hauteur de l'enfant. « Bonjour Élise, je m'appelle Julien. On est là pour s'assurer que tu vas bien. Tu veux bien nous dire où sont tes parents? Ton adresse peut-être ?» Élise resta de marbre, le regard fixé sur la table. Camille sentit la tension dans son petit corps, comme si chaque fibre luttait pour ne pas fuir. La femme prit des notes, observa l'attitude de l'enfant. Puis elle s'adressa à Camille. A-t-elle montré des signes de maltraitance, des blessures, des comportements anormaux? Non, rien de visible. Elle mange, dort, mais elle est très silencieuse, fermée. Et je crois qu'elle a très peur de l'idée de retourner quelque part. L'assistante sociale hocha la tête. Elle proposa alors que l'enfant soit conduite temporairement dans un centre d'accueil, le temps d'identifier sa famille. Camille sentit son cœur se serrer. Est-ce qu'elle peut rester ici quelques jours encore, jusqu'à ce qu'on sache qui elle est? Je travaille juste à côté, je peux la surveiller, lui offrir un cadre stable, au moins pour l'instant. L'homme hésita, consulta sa collègue du regard. Ils étaient visiblement partagés. Mais la situation étant encore floue, sans indication de disparition officielle, ils acceptèrent sous réserve d'un contrôle quotidien. Camille signa un document provisoire, l'autorisant à héberger Élise sous supervision. Quand les agents quittèrent le logement, Camille s'adossa à la porte et laissa échapper un soupir. Élise, elle, s'était réfugiée dans un coin, recroquevillée à nouveau. Ce contact avec des étrangers, même bienveillants, l'avait replongée dans sa peur première. « C'est bon, » dit doucement Camille. « Tu restes ici pour l'instant. Personne ne va t'emmener. Tu es en sécurité. » Ce n'est que le soir venu qu'Élise parla à nouveau. Assise au bord du lit, les jambes croisées, elle prononça ces quelques mots, les premiers depuis qu'elle avait dit son prénom. « Je ne veux pas rentrer. » Camille, prise de court, s'approcha lentement. « Pourquoi? Tu as eu des problèmes chez toi? Tu étais maltraitée. » Élise secoua la tête. Elle serra ses bras contre elle et répéta plus doucement. « C'est juste, je ne veux pas. » Pas de cris, pas de larmes. Une affirmation nue, désespérée. Camille comprit que la blessure n'était pas physique, ni visible. C'était quelque chose de plus subtil, plus profond, et que la vérité, enfouie sous ce silence pesant, allait mettre du temps à émerger. Elle ne savait pas encore que ce « je ne veux pas rentrer » allait bientôt se transformer en une tempête médiatique d'une ampleur qu'elle ne pouvait imaginer. Pour l'instant, il n'y avait que cette petite fille silencieuse dans un studio ordinaire et une serveuse au cœur trop tendre qui avait dit oui sans savoir ce que cela impliquerait. Et dans ce silence, une vérité attendait, tapie, prête à bouleverser tout ce qu'elle croyait connaître. Le surlendemain matin, Camille se réveilla dans une atmosphère étrange. L'air semblait plus lourd, comme si quelque chose d'invisible avait changé autour d'elle pendant la nuit. Elle trouva Élise déjà réveillée, assise sur le canapé, le regard figé vers la fenêtre. Rien ne semblait différent dans le petit appartement. Les rideaux encore tirés tamisaient la lumière. Les odeurs du petit déjeuner flottaient déjà. Et pourtant, Camille sentait un malaise diffus qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle se frotta les yeux, attrapa son téléphone machinalement et consulta les notifications. Une alerte lui sauta au visage. Alerte enlèvement. Élise Dubois, 6 ans, disparue depuis 2 jours à Lyon. Elle resta figée. Le nom, le prénom, les traits de la fillette sur la photo. Aucun doute possible. C'était elle. Élise, celle qu'elle hébergeait depuis 2 nuits, celle qu'elle avait trouvée seule sous la pluie. Un frisson parcourut l'échine de Camille. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'elle cliquait sur l'article associé. La photo d'Élise occupait la moitié de l'écran. À côté, un homme en costume sombre, les traits tirés, fixait l'objectif avec une intensité glaciale. Marc Dubois, PDG du groupe DLM,
conglomérat international, l'un des hommes les plus puissants et influents de France. Sa fille avait disparu et la nouvelle faisait déjà la une de tous les sites d'information majeurs. Camille se leva d'un bond. Elle observa Élise avec une attention nouvelle. Tout coïncidait maintenant. Le silence, la fuite, le refus de retourner chez elle. Mais cette révélation changeait tout. L'enfant qu'elle protégeait n'était pas simplement perdue ou abandonnée. Elle était au cœur d'une affaire d'enlèvement qui secouait le pays. Et Camille, sans le vouloir, sans le savoir, s'y retrouvait mêlée. Elle ferma rapidement l'écran de son téléphone et tenta de reprendre contenance. Le cœur battant, elle s'agenouilla devant Élise. « Élise, je viens de voir quelque chose sur Internet. Il y a une alerte à ton sujet. Tu es la fille de Marc Dubois, c'est vrai ?» L'enfant la regarda sans répondre, mais son visage se durcit légèrement, comme si une barrière venait d'être reconstruite. Camille insista doucement. « Ce n'est pas un piège. Je veux juste comprendre. Si c'est vrai, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on va faire. Tu es recherchée, Élise. Toute la ville parle de toi. Toute la France, peut-être. » Elle attendit. Après quelques secondes, Élise détourna le regard, puis hocha très lentement la tête. Camille se laissa tomber sur ses talons, abasourdie. Elle venait de confirmer ce que son instinct redoutait. Elle hébergeait la fille d'un magnate de l'économie dont la disparition mobilisait des centaines de policiers, d'enquêteurs, de journalistes. Et elle l'avait fait en toute innocence, poussée par un simple élan de compassion. Elle se releva, alla jusqu'à la fenêtre et écarta légèrement le rideau. Rien d'anormal dans la rue. Les passants, les voitures, la vie qui continue. Mais elle savait que ce calme n'était qu'illusoire. D'un moment à l'autre, quelqu'un pourrait la reconnaître, signaler sa présence. La photo d'Élise était désormais partout. Un voisin, un client du café, même un inconnu dans la rue pouvait faire le lien. Camille se tourna vers l'enfant, tentant de garder un ton posé. « Je dois savoir, Élise, tu es partie seule ou quelqu'un t'a emmenée ?» Cette fois, Élise répondit, d'une voix presque inaudible. « Je suis partie, toute seule. » Camille resta sans voix. Elle ne savait pas ce qui était le plus choquant. Qu'une enfant de 6 ans ait fui seule une maison pareille, ou que personne ne l'ait arrêtée, personne ne l'ait vue. Pourquoi? Tu ne veux pas me dire pourquoi tu es partie? Un silence tendu s'installa. Élise fronça légèrement les sourcils, puis dit, avec une gravité inhabituelle pour son âge, « Parce que je ne voulais pas y retourner. C'est tout. Aucune explication. Juste ce refus froid, déterminé. » Camille comprit qu'elle ne tirerait rien de plus pour le moment. Elle prit alors une décision rapide. Elle alluma la télévision sur une chaîne d'information en continu. À peine quelques secondes s'écoulèrent avant que le bandeau n'apparaisse. Disparition d'Élise Dubois. Marc Dubois lance un appel désespéré. Les journalistes défilaient, les hypothèses se multipliaient. Enlèvement? Fuite? Acte malveillant? Toutes les théories circulaient, mais personne ne semblait croire qu'Élise ait pu partir seule. Camille coupa le son. Elle retourna s'asseoir face à la fillette. « Tu vois ce que cela provoque, Élise. Ils pensent que tu as été enlevée. Ils vont chercher partout. Et si quelqu'un apprend que tu es ici, ils vont croire que c'est moi qui t'ai prise, que je t'ai cachée exprès. » Élise sembla prise de court. Elle resta muette, comme si elle n'avait pas mesuré l'ampleur de la situation. Pour elle, fuir avait été un acte simple, un besoin de s'éloigner. Mais maintenant, tout cela prenait une dimension nationale. « Il faut qu'on fasse quelque chose », continua Camille. « Tu dois parler à quelqu'un. Expliquer ce qui t'a poussé à fuir, sinon je vais avoir des problèmes. Et toi, tu risques d'être ramené là-bas sans que personne ne t'écoute. » Mais l'enfant se referma à nouveau, comme si, en comprenant les conséquences de ses actes, elle avait choisi le mutisme comme seule protection. Camille passa la journée à réfléchir, à anticiper les scénarios possibles. Devait-elle contacter les autorités, leur dire qu'elle avait retrouvé Élise? Mais dans ce cas, elle risquait d'être accusée. Sa photo pourrait apparaître aux côtés de celle de la fillette, avec des titres absurdes, une serveuse impliquée dans la disparition de la fille du PDG. Elle n'avait aucune preuve de sa bonne foi, rien à part sa parole. Et face à la puissance médiatique de Marc Dubois, sa parole ne pèserait rien. Elle décida donc d'attendre. Juste un peu. Assez pour parler à Élise, pour comprendre ce qui la poussait à fuir un monde que tant d'autres auraient rêvé d'avoir. Assez pour trouver un moyen de révéler la vérité sans être elle-même emportée par le scandale. Mais ce qu'elle ignorait encore,
c'est que le monde autour d'elle commençait déjà à bouger. Dans l'immeuble, une voisine avait remarqué la présence inhabituelle d'une petite fille. Dans la rue, quelqu'un l'avait vue sortir du tram avec une enfant ressemblant étrangement à celle des photos. Et sur les réseaux, les gens devenaient des enquêteurs improvisés, partageant, comparant, analysant chaque détail. Camille avait agi avec le cœur, mais dans un monde gouverné par la peur, l'image et la suspicion, cela ne suffisait plus. Ce n'était plus seulement une question de bonté ou de responsabilité. C'était devenu une affaire publique, et elle était désormais au centre d'un tourbillon qui ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec l'impression d'avoir dormi sur un fil tendu entre deux précipices. Chaque heure semblait l'éloigner davantage de la simplicité de son geste initial. Elle n'avait voulu que tendre la main à une enfant en détresse, offrir un toit pour une nuit. Mais désormais tout s'enchevêtrait. L'affection silencieuse d'Élise, la peur grandissante d'être accusée, la pression d'un monde extérieur qui ne pardonne pas les nuances. Le studio était silencieux. Élise dormait encore, recroquevillée contre un coussin. Le visage tourné vers le mur, elle semblait plus petite qu'elle ne l'était, plus fragile aussi. Camille se leva sans bruit, prépara du café et s'assit à la table, l'esprit chargé. Elle devait agir, mais comment, sans blesser la confiance de la fillette, sans déclencher une alerte qui l'écraserait sous le poids des apparences. Elle se leva lentement, s'approcha de la veste qu'Élise portait le soir de leur rencontre, toujours accrochée à la patère près de la porte. Elle hésita un moment, puis glissa la main dans les poches. Rien de compromettant. Elle inspecta ensuite le petit sac que la fillette gardait toujours près d'elle, sans jamais l'ouvrir. Il ne contenait presque rien. Une petite boîte en plastique avec 2 barrettes, un mouchoir froissé et un bracelet fin, en argent, soigneusement rangé dans un petit tissu. Camille le déplia avec précaution. C'était un bracelet rigide, légèrement terni par le temps, mais toujours brillant. À l'intérieur, une gravure. E. D. Pour toujours, papa. Camille ferma les yeux un instant. C'était donc bien elle. Élise Dubois. Elle remit soigneusement le bijou à sa place. Elle n'avait rien découvert qu'elle ne savait déjà, mais le voir ainsi, ce lien gravé entre l'enfant et son père, lui rappelait à quel point cette situation était une faille béante dans une vie qui devait, en apparence, être parfaite. Quand Élise se réveilla, Camille tenta une nouvelle fois d'entamer le dialogue. Elle déposa une tasse de lait chaud devant elle, attendit qu'elle boive quelques gorgées, puis s'assit en face. « Je t'ai posé beaucoup de questions, je sais. Je ne veux pas te forcer. Mais je dois comprendre. Tu es Élise Dubois, n'est-ce pas ?» La fillette ne répondit pas, mais elle ne nia pas non plus. Son silence avait changé. Ce n'était plus un refus, mais une hésitation. Camille reprit doucement. « Ton papa est à la télévision. Il dit qu'il te cherche, qu'il est inquiet, que tu lui manques. Est-ce que tu lui manques vraiment ?» Cette fois, Élise leva les yeux vers elle. Et dans ce regard, il n'y avait ni peur, ni colère, seulement une immense lassitude. Puis après un long moment, elle murmura « Il ne m'a pas vu depuis 3 semaines. » Camille sentit son estomac se nouer. « Il est toujours en voyage. C'est la nounou qui s'occupe de moi. Il m'embrasse parfois le matin, mais il part avant que je sois réveillée. Il rentre quand je dors. » Elle marqua une pause, baissa les yeux. « Il ne sait pas ce que j'aime manger. Il ne connaît pas mes histoires préférées. Il dit qu'il m'aime, mais il me parle comme à ses collègues. » Camille ne savait pas quoi répondre. Elle comprenait maintenant que ce n'était pas une fugue par caprice. C'était une fuite lente, mûrie dans le silence. Une échappée loin de l'indifférence. « Je suis parti parce que j'ai compris que même si je disparaissais, il ne s'en rendrait pas compte tout de suite. » Ces mots frappèrent Camille comme une gifle. Aucune enfant de cet âge ne devrait avoir à formuler une telle vérité. Elle s'approcha d'Élise, posa doucement la main sur son bras. « Mais maintenant, ils te cherchent. Et ils sont inquiets. Peut-être qu'ils ont compris, peut-être qu'ils vont changer. » Élise secoua la tête. « Il ne changera pas. Il est trop occupé. Il dit toujours que c'est pour moi, mais il ne me demande jamais ce que je veux. » Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue d'un air perdu. Camille la laissa faire. Elle savait que ce moment était précieux. Les barrières tombaient lentement. Un peu de confiance, un peu de lumière sur cette histoire trop opaque. L'après-midi, Camille reçut un appel de l'assistante sociale. Elle expliqua que la situation évoluait, que les médias avaient amplifié l'affaire
et que l'identité d'Élise était maintenant certaine. Il devait venir la chercher le lendemain matin. Camille tenta de gagner du temps, mais la voix à l'autre bout resta ferme. Il fallait faire ce qu'il fallait pour la protection de l'enfant. Après avoir raccroché, Camille s'assit sur le canapé. Élise s'approcha, sentant que quelque chose n'allait pas. « Ils vont venir, n'est-ce pas ?» Camille ne répondit pas immédiatement. Puis, elle hocha lentement la tête. « Demain matin, ils veulent s'assurer que tu es en sécurité, et ils vont te ramener chez ton père. » Élise ne réagit pas tout de suite. Puis elle retourna s'asseoir dans un coin de la pièce, en silence. Cette fois, il n'y eut pas de protestation, pas de mots. Seulement une tristesse muette, plus forte que la peur. Camille passa le reste de la journée à préparer Élise, sans vraiment savoir comment. Elle ne voulait pas brusquer ce lien fragile qui s'était tissé entre elles. Elle lui proposa un film, un dessin animé qu'elle aimait petite. Élise accepta sans enthousiasme. Elles s'assirent côte à côte. À un moment, sans mots, la petite posa sa tête contre l'épaule de Camille. Celle-ci sentit ses yeux se mouiller, mais ne dit rien. Elle posa simplement une main sur les cheveux bruns d'Élise, en silence. Plus tard dans la soirée, Camille rangea l'appartement. Non pas parce qu'il était sale, mais comme un geste rituel. Une manière de se préparer à la fin de quelque chose. Elle ne savait pas si elle reverrait Élise après cela. Elle savait seulement qu'elle aurait préféré avoir plus de temps. Pour comprendre, pour aider, pour faire entendre la voix de cet enfant qui n'en avait plus. Avant d'aller se coucher, Camille tendit à Élise un petit carnet et un stylo. « Si tu veux écrire quelque chose, ce que tu ressens ou ce que tu voudrais qu'on sache, tu peux. Personne ne le lira sans ta permission. » Élise prit le carnet, le serra contre elle. Puis, pour la première fois, elle dit d'une voix très calme « Merci de m'avoir écouté. » Camille sourit faiblement. Ce n'était pas une fin, ce n'était pas non plus un début. C'était un instant suspendu, entre la vérité et la peur, entre l'amour et la perte. Et le lendemain, ce monde fragile qu'elles avaient construit à deux allait devoir affronter la violence du réel. Le matin suivant, la pluie battait violemment contre les vitres du petit appartement. Camille ouvrit les yeux à l'aube, prise dans ce mélange de tension et de résignation qui précède les événements inéluctables. Dans la pièce voisine, Élise dormait encore, recroquevillée sous la couverture, paisible seulement en apparence. Camille se leva lentement, prépara un café qu'elle ne but pas, se contentant d'en humer la chaleur rassurante. Le jour allait être long, probablement le plus éprouvant depuis cette nuit où elle avait ramené une enfant inconnue chez elle. À 7h30, on frappa à la porte. 2 silhouettes se dessinaient derrière le verre dépoli, une assistante sociale et un agent de police en civil. Camille ouvrit, le cœur serré. Ils étaient venus avec douceur, sans menottes, sans mots durs, mais leur présence était une coupure nette entre l'avant et l'après. L'assistante sociale prit Élise à part pour lui parler, tandis que Camille, dans la cuisine, répondait aux questions de l'agent. Tout était consigné, mesuré, presque clinique. Camille avait beau expliquer qu'elle avait agi par instinct, sans arrière-pensée, elle sentait bien que la mécanique du soupçon était déjà en route. Lorsqu'Élise quitta l'appartement, encadrée par les 2 adultes, elle tourna la tête une dernière fois vers Camille. Son regard n'exprimait ni colère ni peur, mais une forme de tristesse résignée. Elle savait, tout comme Camille, que quelque chose se terminait là, sur le seuil d'une porte anonyme, dans un quartier ordinaire de Lyon. À peine quelques heures plus tard, les premières conséquences de cette séparation commencèrent à se faire sentir. Les informations locales diffusèrent une mise à jour de l'affaire. Élise Dubois avait été retrouvée saine et sauve. Le journaliste évoquait une citoyenne lambda qui l'avait recueillie, sans révéler le nom de Camille. Mais dans un monde aussi connecté, les secrets tiennent rarement longtemps. Une publication anonyme sur un réseau social montra une photo floue de Camille, prise à la volée à la sortie de son immeuble. Rapidement, les commentaires s'emballèrent. Certains la défendaient, évoquant un acte de compassion. D'autres la soupçonnaient de motifs obscurs, suggérant qu'elle aurait pu retenir l'enfant volontairement. Le nom de Camille Morel finit par apparaître. Son profil fut retrouvé, analysé, jugé. Serveuse dans un petit café, célibataire, vie discrète. Pour certains, cela ne pouvait pas être le fruit du hasard. Pour d'autres, c'était justement sa normalité qui faisait d'elle une sauveuse improbable. Mais peu importait l'intention réelle. Dans l'opinion publique, Camille était désormais liée à l'affaire Dubois.
Et cela, aucun silence, aucune vérité simple ne pouvait le modifier. Camille essaya de continuer sa routine, mais le regard des gens avait changé. Au café, ses collègues chuchotaient en l'apercevant. Les clients la dévisageaient plus longuement. Une femme l'arrêta même dans la rue pour lui dire qu'elle avait eu beaucoup de courage, avant de repartir sans lui laisser le temps de répondre. Camille se sentait étrangère à sa propre ville, comme si elle marchait à travers un décor devenu hostile. Le soir, elle alluma la télévision, hésitante. Sur une chaîne d'information, un plateau spécial était consacré à l'affaire. Marc Dubois y apparaissait seul, face à une journaliste aux questions précises. L'homme semblait épuisé, son visage marqué par les jours de tension. Il évoqua la disparition de sa fille, remercia les services de police, parla vaguement de la jeune femme qui l'avait aidé. Il évita les détails. Aucun mot sur Élise elle-même, sur les raisons de sa fuite, sur le silence de son quotidien. Tout était centré sur le retour à la normale, sur le contrôle retrouvé. Mais ce n'était pas seulement une question d'image. Dès le lendemain, des hommes en costume vinrent au café où travaillait Camille. Ils ne commandèrent rien. Ils parlèrent brièvement au gérant, puis repartirent. Camille fut convoquée peu après dans un bureau d'avocats représentant la famille Dubois. L'entretien fut bref mais tendu. On lui demanda de ne pas s'exprimer publiquement, de ne donner aucun détail à la presse. En échange, aucune poursuite ne serait engagée. « Tous là pour le bien d'Élise », précisa l'avocate d'un ton ferme. Camille signa. Non parce qu'elle avait quelque chose à cacher, mais parce qu'elle comprenait que lutter contre un tel pouvoir reviendrait à se perdre. Elle voulait que l'histoire s'apaise, que la fillette retrouve un peu de paix. Mais une part d'elle bouillonnait. Cette machine juridique, cette défense acharnée de l'image, tout cela avait quelque chose de glaçant. Elle n'était pas face à un père effondré, mais à un empire qui protégeait son vernis. Dans son immeuble, les bruits couraient. Une voisine, celle qui avait aperçu Élise, ne cacha pas son mépris. On croit connaître les gens, et puis voilà. D'autres, plus discrets, posèrent des questions sous couvert de gentillesse. Camille n'avait plus d'espace neutre. Elle avait offert un refuge à une enfant, et en retour, elle était devenue un point de tension dans un engrenage social trop vaste pour elle. Le pire cependant n'était pas dans le regard des autres. Il se trouvait dans l'absence. L'absence d'Élise. Le silence du carnet qu'elle avait laissé sur le canapé. Camille l'ouvrait parfois, espérant y trouver quelques mots, un dessin, un signe. Mais les pages restaient vides. Peut-être la fillette n'avait-elle pas osé écrire. Peut-être pensait-elle qu'il valait mieux oublier. Les jours passèrent, chacun plus lourd que le précédent. Camille travaillait mécaniquement, parlait peu. Les nouvelles se calmaient peu à peu. L'attention médiatique se tournait vers d'autres drames, d'autres polémiques. Mais pour Camille, rien n'était vraiment terminé. Elle avait vu une faille dans le château du pouvoir. Elle avait entendu, dans les silences d'Élise, des vérités que personne ne voulait écouter. Elle savait maintenant que cette enfant n'était pas seulement une fille de PDG. Elle était une voix étouffée dans un monde trop pressé pour entendre. Et même si le rideau s'était refermé sur leur brève rencontre, Camille ne pouvait plus faire comme si de rien n'était, car l'ombre du pouvoir ne s'arrêtait pas à la porte d'un appartement. Elle s'insinuait dans les regards, les lois, les mots choisis pour étouffer ceux qui dérangent. Et Camille, malgré elle, en faisait désormais partie. Les jours qui suivirent furent marqués par un calme artificiel. Camille reprit peu à peu son rythme au café, mais chaque minute lui rappelait l'absurdité de cette prétendue normalité. L'affaire Élise Dubois ne faisait plus la une des journaux, les caméras s'étaient éloignées, les réseaux sociaux s'étaient tournés vers de nouvelles indignations. Pourtant, pour Camille, tout continuait à flotter autour d'elle comme un nuage qu'on ne peut dissiper. Rien n'avait changé dans les faits, mais tout avait basculé intérieurement. Elle n'avait pas revu Élise. Aucun message, aucun appel, pas même un mot des services sociaux. Officiellement, le dossier était clos. L'enfant avait été retrouvé, le père l'avait récupéré, la presse s'était calmée et Camille avait signé ce papier qui la réduisait au silence. Mais son esprit, lui, continuait à tourner. La voix d'Élise, si discrète, résonnait encore dans ses souvenirs. Cette voix qui disait simplement ne pas vouloir rentrer, comme une condamnation murmurée à demi-mot. Chaque fois qu'elle posait une assiette sur une table, qu'elle encaissait une addition, qu'elle balayait le sol du café après la fermeture, son esprit revenait à cette nuit de pluie, à cette silhouette minuscule sur le banc, au geste muet de la main tendue, et surtout à cette confiance si rare, si fragile, qu'Élise avait posée sur elle sans condition,
Elle ne pouvait pas s'en détacher. Elle n'y arrivait pas. Un soir, après avoir refermé le café, Camille se rendit à pied jusqu'au parc de la Tête d'Or. Elle marchait lentement, les mains enfoncées dans les poches, les épaules basses. Elle savait que la maison des Dubois n'était pas loin de là, dans un quartier résidentiel où les façades étaient hautes, les portails opaques, les rues surveillées. Elle ne comptait pas y aller. Ce serait absurde. Mais elle voulait sentir la proximité d'Élise, peut-être croiser une voiture, une ombre familière, peut-être simplement être à portée de pensée. Cette nuit-là, Camille ne dormit presque pas. Le lendemain, elle prit une décision sans vraiment la formuler. Elle écrivit une lettre, pas à Marc Dubois, ni à la presse, juste à Élise. Une lettre simple, sincère. Elle y racontait ce qu'elle ressentait depuis leur séparation, sans accusation, sans larmes inutiles. Elle lui disait qu'elle espérait qu'elle allait bien, qu'elle se sentait en sécurité, et surtout, qu'elle n'était pas seule, qu'elle avait été entendue, qu'elle avait laissé une trace. Elle signa d'un simple « Camille », plia la feuille et la glissa dans une enveloppe sans adresse. Cette lettre, elle ne l'envoya pas. Elle la rangea dans le carnet qu'Élise n'avait jamais rempli. Elle la gardait peut-être pour un jour où les mots trouveraient enfin un chemin. Mais ce jour vint plus tôt que prévu. Un après-midi pluvieux, alors que Camille s'apprêtait à finir son service, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita puis décrocha. Une voix de femme professionnelle, distante. « Bonjour, je suis l'assistante personnelle de Monsieur Marc Dubois. Il souhaiterait vous rencontrer si vous êtes disponible. » Camille resta un instant sans voix. Elle s'attendait à tout sauf à cela. « Pourquoi » demanda-t-elle, méfiante. « Il souhaite discuter de manière privée, concernant sa fille. » Camille sentit une tension sourde lui traverser le corps. Elle accepta, fixant un rendez-vous pour le lendemain. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais une chose était certaine. Cette rencontre changerait quelque chose. Le jour suivant, elle se rendit dans un bâtiment administratif discret, à l'écart du centre-ville. On la fit patienter quelques minutes dans une salle froide, puis on l'introduisit dans un bureau moderne épuré. Marc Dubois s'y trouvait déjà, assis derrière un large bureau. Il se leva à son entrée, tendit la main. « Merci d'être venu », dit-il d'un ton neutre. Camille ne répondit pas au geste, resta debout. « Je n'ai rien à me reprocher. Si c'est pour me faire signer quelque chose de plus… » Il leva une main pour l'interrompre. « Ce n'est pas ça. Je voulais simplement parler, comprendre. Élise parle peu, mais elle a évoqué votre nom. C'est rare qu'elle parle d'elle-même, encore plus de quelqu'un d'extérieur. » Camille le regarda avec prudence. Il semblait sincère, mais aussi fatigué, moins maître de lui que devant les caméras. « Et maintenant, vous réalisez qu'elle n'est pas heureuse chez vous ?» demanda-t-elle. Marc baissa les yeux un instant, puis les releva. « J'ai cru qu'en lui offrant le meilleur, je faisais bien. Maison, sécurité, éducation. Mais je n'ai pas vu ce qui manquait. Et vous, vous avez vu. » Camille sentit une pointe d'agacement. « Ce n'est pas une question de moyens, monsieur Dubois. C'est une question de présence, de regard, d'attention. Une enfant a besoin de sentir qu'elle compte, pas qu'elle coûte. » Il ne répondit pas tout de suite, puis il reprit plus doucement. « Je ne vous demande pas de me pardonner, je vous demande si vous accepteriez de rester en contact avec elle. » Elle a demandé si elle pouvait vous revoir. Camille fut prise de court. Elle ne s'y attendait pas. Elle s'était préparée à une confrontation, pas à une ouverture. Après un moment de silence, elle acquiesça lentement. « Si c'est vraiment pour elle, et si vous respectez son besoin de parler quand elle le veut, alors oui. » Marc hocha la tête. Un court instant, il sembla soulagé. Il griffonna quelque chose sur un carnet, arracha la feuille et la tendit à Camille. « Voici le contact direct de sa psychologue. Elle organise des rencontres. Je vous laisse gérer cela avec elle. » Camille prit le papier, le rangea dans son sac. Elle s'apprêta à sortir, mais s'arrêta avant de franchir la porte. « Une dernière chose. Vous avez bâti un empire, mais ne laissez pas votre fille en être la fondation sacrifiée. » Elle partit sans attendre de réponse. Dans la rue, la pluie tombait toujours. Mais cette fois, Camille n'avait pas besoin d'un parapluie. Elle avançait, les épaules redressées. Un lien venait de se rétablir. Rien n'était gagné. Rien n'était réparé. Mais une brèche s'était ouverte dans ce monde clos, et elle comptait bien ne pas la refermer. Camille n'avait jamais connu un calme aussi fragile. Après sa rencontre avec Marc Dubois, une forme de trêve s'était instaurée, silencieuse mais palpable. Elle avait reçu le numéro de la psychologue d'Élise,
Et quelques jours plus tard, elle avait été invitée à une première rencontre dans un centre spécialisé situé dans un quartier discret de Lyon. La pièce où elle retrouva la fillette était simple, décorée de dessins colorés. Élise l'attendait, assise à une petite table. Lorsqu'elle vit Camille entrer, elle se leva sans hésiter et courut vers elle pour l'enlacer. Ce geste bouleversa Camille bien plus qu'elle ne l'aurait cru. Il n'y avait rien à dire, juste une étreinte, une reconnaissance silencieuse. Elles échangèrent peu de mots ce jour-là. Élise parla de son quotidien avec retenue, mentionna la présence d'une nouvelle personne à la maison, une éducatrice spécialisée. Camille écoutait avec attention, percevant chaque mot comme un indice précieux sur l'état intérieur de la fillette. Elle sentait que l'environnement s'était adouci autour d'elle, mais aussi que tout pouvait basculer à la moindre erreur. Chaque échange avec la psychologue confirmait la même chose. Élise avait besoin de stabilité, de confiance, d'un lien qui ne soit ni professionnel ni distant. Et Camille, sans le chercher, était devenue ce lien. Mais dans les jours qui suivirent, ce fragile équilibre fut menacé de façon brutale. Tout commença par une photo. Publiée anonymement sur un forum local, elle montrait Camille, de dos, tenant la main d'Élise devant le centre de consultation. Le cliché, flou mais suffisamment clair, circula rapidement sur les réseaux sociaux. Les spéculations reprirent aussitôt. Certains y virent une preuve que Camille n'avait jamais réellement rendu l'enfant. D'autres insinuèrent qu'elle manipulait la situation pour obtenir quelque chose. Argent, reconnaissance, vengeance sociale, les commentaires se multipliaient, souvent cruels, parfois violents. Le passé de Camille était fouillé, décortiqué. On retrouva d'anciennes publications sur ses réseaux. On interrogea ses collègues. On appela même son ancienne école. Elle tenta de minimiser l'impact, de ne pas lire, de ne pas répondre. Mais une partie d'elle savait que ce n'était pas une vague anodine. C'était une attaque. Organisée ou non, elle visait à l'écraser, à la faire disparaître de cette histoire comme une anomalie gênante. Le coup le plus dur, pourtant, vint de plus près. La voisine de palier, celle qui avait toujours semblé méfiante, publia un message anonyme sur un groupe Facebook local, évoquant les étranges allées et venues de Camille durant la période où Élise avait disparu. Elle y insinua que Camille avait prémédité son geste, qu'elle avait manipulé l'enfant. Bien que le message ne mentionne pas son nom directement, il était évident pour tous ceux qui la connaissaient. La rumeur enflamma le quartier. Le café reçut des appels anonymes, des annulations. Un client lança même une remarque à haute voix. « On sert encore les ravisseuses ici ». Camille comprit qu'elle perdait le contrôle, que le récit officiel, celui d'une femme bienveillante ayant secouru une enfant, se fissurait sous le poids des interprétations malveillantes. Pire encore, les autorités revinrent envers elle. Le commissariat la convoqua pour un nouvel entretien, pas une garde à vue, mais une forme d'évaluation. On l'interrogea à nouveau sur les jours précis, sur ses gestes, ses intentions. On lui demanda de justifier pourquoi elle n'avait pas immédiatement contacté la police, pourquoi elle avait attendu, pourquoi elle avait accueilli une enfant chez elle sans preuve de son identité. Chaque question, bien qu'enrobée de politesse, sonnait comme une accusation déguisée. Elle répondit avec calme, mais en sortant du commissariat, ses jambes fléchirent. Elle comprit que son intégrité ne suffisait pas à la protéger. Dans une société où l'image prévaut, elle était à la merci de la version la plus spectaculaire de son histoire. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était la réaction d'Élise. Quelques jours plus tard, alors que Camille était convoquée une nouvelle fois par la psychologue, elle trouva la fillette bouleversée. Élise avait vu une photo sur une tablette laissée allumée à la maison. Elle avait lu les mots durs, les accusations. Elle croyait comprendre qu'on allait interdire à Camille de la revoir. Et elle pleurait en silence, incapable de formuler sa peur autrement. Camille s'agenouilla, la prit dans ses bras. « Je suis là », dit-elle, « et je ne t'abandonnerai pas. » Mais même ces mots sonnaient faibles face à la violence du monde extérieur. Ce lien qu'elles avaient construit avec tant de patience était à nouveau menacé. Marc Dubois, lui, resta silencieux. Il n'envoya aucun message, ne proposa aucune explication. Camille comprit qu'il cherchait à contrôler la situation à sa manière, loin de l'exposition, loin du conflit. Il voulait sans doute faire taire l'affaire en coulisses, éteindre l'incendie sans s'exposer davantage. Mais Camille ne pouvait pas disparaître aussi facilement. Elle avait une conscience, une mémoire, et surtout un attachement sincère à une enfant que tout le monde semblait traiter comme une pièce dans une partie d'échecs.
Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva sa porte entr'ouverte. Rien n'avait été volé, mais le carnet qu'elle gardait précieusement, celui avec la lettre pour Élise, avait été déplacé. Elle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Quelqu'un était entré, non pour voler, mais pour chercher. Peut-être des preuves, peut-être des failles. Elle comprit alors que ce qu'elle vivait n'était pas une simple suite de malentendus. C'était une lutte entre deux mondes. Celui de la vérité humaine, fragile, imparfaite, et celui du pouvoir, organisé, lisse, implacable. Camille, qui n'avait jamais voulu autre chose que protéger une enfant, se retrouvait au cœur d'un affrontement silencieux, mais brutal. Une guerre de récits, où le plus fort n'était pas celui qui avait vécu l'histoire, mais celui qui parvenait à la raconter en premier. Et elle savait désormais que si elle ne tenait pas bon, tout ce qu'elle avait partagé avec Élise serait effacé, transformé, déformé. Elle n'avait pas choisi cette guerre, mais elle ne fuirait pas. La convocation suivante au commissariat fut différente. Il ne s'agissait plus d'un simple entretien de suivi, mais d'une vérification plus approfondie. Camille fut accueillie dans une pièce aux murs nus avec 2 chaises, une table métallique, un dictaphone posé au centre. Les policiers étaient courtois mais méthodiques. Leur ton professionnel ne trahissait ni hostilité ni empathie. On lui demanda, encore une fois, de raconter dans les moindres détails comment elle avait trouvé Élise, ce qu'elle avait fait ensuite, quels mots elles avaient échangés. Camille se sentit lassée, usée par la répétition. Elle répondit patiemment, répétant une vérité qu'on semblait ne jamais croire totalement, tant elle paraissait trop simple, trop humaine, dans un monde habitué à la méfiance. Elle raconta tout depuis la pluie ce soir-là, jusqu'à la décision d'ouvrir sa porte. Elle expliqua encore qu'elle avait contacté les services sociaux, qu'elle avait suivi leurs instructions, qu'elle n'avait jamais tenté de cacher l'enfant. Mais au milieu de ces explications, un inspecteur coupa l'enregistrement. Il posa son stylo, observa Camille longuement. « Mademoiselle Morel, dit-il calmement, vous savez pourquoi vous êtes là. Ce n'est pas votre version que nous mettons en doute. C'est l'interprétation qu'on peut en faire dans le contexte médiatique et juridique. Mais il y a quelque chose, une parole enregistrée lors d'un entretien avec Élise qui a retenu notre attention. » Camille se redressa. Son cœur accéléra, mais elle ne dit rien. L'inspecteur sortit un dossier, en extirpa une feuille qu'il lut à voix haute. Lors d'un rendez-vous avec un assistant social, Élise a dit « Avec Camille, c'était la première fois que je pouvais dormir sans me réveiller en sursaut. À la maison, même quand c'est calme, j'ai toujours peur qu'on m'ait oublié. » Que c'est une phrase parmi d'autres. Mais elle a provoqué une réaction chez un collègue du parquet. Camille se contenta de hocher la tête. Elle se souvenait du silence d'Élise, de ses craintes, de ses réveils agités. Ce collègue a décidé de rouvrir certains dossiers internes liés à la famille Dubois. Il se trouve qu'il y avait déjà eu, par le passé, plusieurs rapports isolés de nourrices et d'employés du personnel évoquant l'état émotionnel d'Élise. Rien de concluant. Rien qui n'ait donné suite. Mais cette fois, la combinaison de vos témoignages, du comportement d'Élise et de ses propres paroles, crée une dynamique nouvelle. Camille sentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle n'était plus considérée comme une suspecte. Pas encore tout à fait innocentée non plus, mais quelque chose changeait. L'inspecteur reprit « Nous ne vous accusons pas, mais nous devons aussi comprendre ce qu'Élise a vécu exactement. Son statut, le nom qu'elle porte, le contexte, tout cela a jusqu'ici masqué des éléments que personne n'a voulu voir. Vous, en l'accueillant, vous avez créé une faille, et dans cette faille, nous avons entendu quelque chose. » À sa sortie du commissariat, Camille avait l'impression de flotter. Elle n'était pas libre dans le sens habituel, mais elle sentait que le poids des soupçons commençait à se dissiper. Dehors, la lumière grise de l'après-midi enveloppait les façades de Lyon. Elle marcha longuement sans but précis, évitant les rues trop fréquentées. Elle ne voulait croiser personne, ni expliquer quoi que ce soit. Tout ce qu'elle voulait, c'était comprendre ce qui allait suivre. Quelques jours plus tard, elle fut contactée par une nouvelle personne, un avocat représentant un comité de protection de l'enfance, mandaté pour évaluer la situation familiale d'Élise. Il voulait l'entendre en tant que témoin non officiel, hors procédure judiciaire. Il ne s'agissait pas d'une plainte, mais d'une enquête administrative. Camille accepta. Lors de cet entretien, elle raconta à nouveau l'histoire, mais cette fois dans un climat différent. On ne l'interrogeait pas pour trouver une faille dans son récit, mais pour extraire des éléments utiles.
On lui demanda ce qu'Élise avait dit, comment elle se comportait, quelles émotions elle avait exprimées. Camille parla longuement de la solitude manifeste de la fillette, de son besoin de reconnaissance, de son rapport à l'affection. L'avocat nota tout avec soin. Il remercia Camille pour sa franchise et sa patience. « Ce que vous avez fait, dit-il en la raccompagnant, était courageux. Mais ce qui compte maintenant, c'est que cela serve à quelque chose. Peut-être que votre parole permettra de rééquilibrer un peu cette situation. » Camille ne répondit pas. Elle savait que les mots seuls ne changent pas un système, mais elle voulait croire que cette fois, il laisserait une trace. Pendant ce temps, Élise, elle, avait repris un rythme plus régulier. Elle continuait à consulter une psychologue, voyait de temps à autre son père, mais restait entourée de personnes neutres. Ce nouvel encadrement, imposé temporairement par le juge des affaires familiales, n'était pas contesté par Marc Dubois. Il se tenait à distance, coopératif mais discret, comme s'il cherchait à gérer cette affaire avec le moins de remous possible. Camille fut autorisée à revoir Élise dans un cadre surveillé. Elles se retrouvèrent à nouveau dans la même salle aux murs ornés de dessins d'enfants. Cette fois, Élise parla davantage. Elle raconta ses journées, évoqua un cours de dessin, un livre qu'on lui avait lu, une éducatrice gentille qui lui avait appris à faire des crêpes. Mais au milieu de ces récits ordinaires, elle glissa un mot qui frappa Camille. « Tu sais, maintenant, ils écoutent quand je parle. Avant, ils me disaient toujours « plus tard » ou « ce n'est pas le moment ». Mais depuis toi, ils écrivent ce que je dis. Camille ne sut quoi répondre. Elle sentit une émotion la traverser, violente et douce à la fois. Elle n'avait pas changé le monde, mais elle avait ouvert une brèche dans le mur du silence, et cela suffisait. Avant de partir, Élise lui tendit un dessin. Il représentait deux figures, une grande et une petite, sous un parapluie. La pluie tombait, mais les deux personnages souriaient. Camille glissa le dessin dans son sac, sans un mot. Elle savait maintenant que la vérité ne disparaît pas sous les accusations. Elle finit toujours par revenir, par émerger, souvent grâce à un détail, un mot d'enfant, un geste oublié, une main tendue. Et ce détail-là, si simple, venait de changer toute la perspective. Lorsque Camille reçut la deuxième invitation de Marc Dubois, elle hésita longuement. La première rencontre avait été tendue, mais civilisée. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, crut en avoir terminé. Mais cette nouvelle demande portait en elle une autre nature, plus personnelle. L'assistante du PDG avait laissé un message sobre. « Monsieur Dubois souhaite vous parler directement de la situation d'Élise. » Aucun détail, pas d'insistance, mais une formulation qui n'était pas anodine. Camille réfléchit 2 jours entiers avant de répondre. Elle finit par accepter. Non pas par curiosité ou par volonté de revanche, mais parce qu'elle savait qu'Élise était au centre de tout cela et qu'il fallait continuer à la défendre, même sans le dire. Le lieu du rendez-vous était différent cette fois. Ce n'était pas un bureau impersonnel ou une salle d'avocat, mais un appartement situé dans un quartier huppé de Lyon. À son arrivée, elle fut accueillie non par un assistant, mais par Marc Dubois lui-même. Il portait une chemise sans cravate, les manches relevées. Son visage était fatigué, mais plus calme que la fois précédente. Il l'invita à entrer dans un salon spacieux, épuré, aux lignes modernes. Aucune photo d'enfant, aucune trace de vie réelle sur les meubles. Ils s'assirent face à face. Le silence dura de longues secondes. « Merci d'être venu, dit-il enfin. Camille le fixa droite, les mains posées sur ses genoux. « Si je suis là, c'est uniquement pour Élise, pas pour votre tranquillité. » Il acquiesça lentement. « Je le sais, et je ne cherche pas à me défendre. J'ai lu les rapports des psychologues, les évaluations sociales. J'ai parlé à Élise, et je crois que je commence à comprendre ce que j'ai ignoré pendant trop longtemps. » Camille ne répondit pas. Elle voulait entendre, mais elle restait sur ses gardes. Trop de mensonges avaient circulé, trop de demi-vérités masquées par le langage des puissants. « J'ai cru, dit-il, que l'amour se prouvait en garantissant une vie sans manque matériel. Qu'en lui évitant les difficultés que j'avais moi-même connues, je lui offrais une chance. Mais je ne me suis jamais arrêté pour la regarder. Je ne l'ai pas écoutée. Et maintenant, je vois les conséquences. » Il se leva, marcha lentement vers la fenêtre, resta là un moment, silencieux. Puis il se tourna de nouveau vers elle. « Elle a parlé de vous avec des mots que je n'ai jamais entendus dans sa bouche, des mots simples. Elle vous décrit comme « celle qui a regardé quand j'existais pour personne ». Ce genre de phrase, ça vous retourne.
Camille sentit une émotion monter, mais elle la contint. Elle ne voulait pas céder. Elle se souvenait de tout. La pluie, le silence d'Élise, la peur d'être arrêtée, le regard suspicieux des passants. Rien de cela ne devait être oublié, simplement parce que Marc Dubois décidait enfin de se remettre en question. « Ce n'est pas à moi que vous devez parler, » dit-elle. « C'est à elle. C'est à votre fille que vous devez des excuses, une présence, une vérité. Moi, je ne suis qu'un détour dans son histoire. » Il hocha la tête. Il ne semblait pas vouloir fuir cette fois. « Justement, je voulais vous demander si vous accepteriez de rester présente, pas comme tutrice ou éducatrice, pas dans un cadre formel, mais comme une référence, un point stable, une personne qu'elle a choisie. » Camille fut prise au dépourvu. Elle s'était préparée à devoir défendre sa légitimité, pas à être invitée à continuer ce lien. Elle prit quelques secondes avant de répondre. « Si c'est vraiment ce qu'elle souhaite, et si cela ne devient pas une récupération de votre image, alors oui, mais pas à vos conditions, aux siennes. » Marc acquiesça. « J'en suis conscient. Et je ne vous cache pas que certains dans mon entourage me disent de couper ce lien, de refermer cette parenthèse, de faire oublier l'épisode. Mais je refuse, parce que ce serait encore une manière de la nier. Et je ne veux plus nier. » Camille sentit une fissure dans son armure intérieure. Il y avait dans sa voix, dans sa posture, une sincérité qu'elle n'aurait pas imaginée la première fois. Elle se releva. Alors, commencez par passer du temps avec elle. Du vrai temps, sans réunion, sans écran. Juste vous et elle. Et peut-être qu'un jour vous saurez ce qu'elle ressent sans qu'elle ait besoin de le dire. Il la raccompagna jusqu'à la porte. Avant qu'elle ne parte, il ajouta « J'aimerais aussi vous proposer quelque chose. Pas un chèque, ni un cadeau, mais une manière de transformer ce que vous avez vécu en action. Une fondation que nous finançons cherche à lancer un projet d'aide pour les enfants isolés. Il manque quelqu'un de terrain, quelqu'un qui comprend sans manuel. Vous seriez cette personne. » Camille le regarda, surprise. « Vous voulez que je travaille pour vous ? Pas pour moi, pour eux. Vous auriez une autonomie totale. C'est juste une idée. Réfléchissez. Vous avez une légitimité que personne ici ne peut acheter. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle quitta l'appartement avec la tête pleine. Pas de certitude, pas de décision, mais une ouverture. En rentrant chez elle, elle s'arrêta sur le pont Morand. L'eau du Rhône coulait lentement, reflétant les lumières de la ville. Camille sortit le dessin d'Élise, celui avec le parapluie. Elle le regarda longtemps, puis elle releva la tête. Quelque chose avait changé, pas la réalité du monde, mais la manière dont elle y avançait désormais. Plus droite, plus sûre, et peut-être que malgré tout cette histoire allait servir à quelque chose. La décision de Camille de maintenir un lien avec Élise ne tarda pas à susciter de nouvelles réactions, cette fois bien au-delà de son entourage immédiat. Quelques semaines après sa rencontre avec Marc Dubois, un article fut publié dans un journal national. Intitulé « Le silence brisé d'Élise Dubois », le papier n'était pas signé. Il reprenait des éléments confidentiels, jamais diffusés publiquement. Le passage de la fillette chez Camille, les entretiens avec la psychologue, les propos relevés par les services sociaux. Rien n'y était directement diffamatoire, mais tout transpirait d'une volonté de réhabiliter l'image du père, tout en réduisant l'importance du rôle de Camille à un simple épisode émotionnellement instable. Le récit habilement construit présentait Élise comme une enfant sensible, influençable, qui aurait trouvé un refuge temporaire chez une jeune femme affectivement impliquée mais peu préparée. Camille découvrit l'article par hasard en entrant dans une boulangerie. Son nom n'apparaissait pas, mais les descriptions étaient suffisamment précises pour qu'on la reconnaisse facilement. Elle lut l'article en entier, les mains tremblantes, puis quitta les lieux sans rien acheter. Elle comprit immédiatement que cet article n'était pas une fuite ordinaire. Quelqu'un, quelque part, avait décidé de reprendre la narration, de réécrire l'histoire. Le lendemain, elle reçut un message de l'avocate de Marc Dubois. La fondation dont il avait parlé était bien réelle, et la proposition de poste se précisait. Direction d'un nouveau programme d'écoute et de médiation pour enfants en situation d'isolement affectif. Tout semblait structuré, sérieux, doté d'un budget conséquent. Camille, pourtant, hésitait. Elle ne savait plus si elle pouvait croire aux intentions derrière ces gestes. Était-ce un véritable désir de réparation ou simplement une manière de mieux contrôler ce qu'elle représentait désormais? Pendant ce temps, les choses évoluaient aussi du côté de la justice.
l'enquête administrative entamée par les services de protection de l'enfance avait mis en lumière plusieurs éléments troublants. Des anciennes nourrices, recontactées à la lumière du dossier, avaient confirmé que les absences prolongées de Marc Dubois n'étaient pas exceptionnelles. Des éducateurs privés avaient décrit une maison où les couloirs sont plus peuplés de personnel que de présence parentale. Plusieurs témoignages concordaient sur un point. Élise était régulièrement entourée, jamais seule physiquement, mais profondément délaissée affectivement. Le contraste entre la richesse du cadre matériel et la pauvreté du lien émotionnel devenait évident. Une réunion fut organisée à huis clos entre les avocats de la famille, des représentants des services sociaux et un magistrat spécialisé. Camille n'était pas conviée, mais elle fut informée peu après des décisions prises. Un suivi renforcé serait mis en place au domicile de Marc Dubois, avec évaluation régulière du bien-être psychologique d'Élise. La présence d'un tiers éducatif serait maintenue, non plus comme une aide, mais comme une garantie. Le père avait accepté sans contestation, sans doute conscient que tout refus aurait amplifié le scandale latent. Mais ce qui marqua véritablement une rupture, ce ne fut pas une décision de justice, ni un article, ni un accord. Ce fut un aveu, discret, inattendu. Lors d'un nouvel entretien avec sa psychologue, Élise confia calmement « J'avais déjà essayé de partir avant ». Ces mots furent reconsignés, transmis aux services concernés, puis relayés à l'équipe chargée de l'enquête. Il ne s'agissait plus d'une simple fugue isolée, mais d'un comportement récurrent, d'un signal ignoré à plusieurs reprises. Camille en fut informée tardivement, au détour d'un échange avec une éducatrice qui lui glissa l'information presque malgré elle. Ce détail changeait tout. Il prouvait que la souffrance d'Élise n'était pas nouvelle, ni née d'un incident ponctuel. Elle était chronique, installée, systémique, et surtout elle avait été étouffée. Les tentatives précédentes d'Élise pour fuir son cadre de vie n'avaient jamais été médiatisées, ni même documentées correctement. Le pouvoir de Marc Dubois, sa capacité à contrôler son image, avait jusqu'ici suffi à effacer les traces. Mais cette fois, l'écho était trop fort. La médiatisation, l'implication de Camille, la persistance des faits, tout cela avait fissuré le mur. Et cette fissure, devenue visible, laissait entrevoir un gouffre plus large, un malaise plus profond, une société trop souvent fascinée par la réussite matérielle au point d'ignorer les carences affectives qu'elle dissimule. Dans les jours qui suivirent, une autre surprise attendait Camille. Une journaliste d'investigation travaillant pour un média indépendant la contacta. Elle lui expliqua avoir recueilli plusieurs témoignages d'anciens collaborateurs de Marc Dubois, tous désireux de parler de ce qu'ils avaient vu. Pas pour l'accabler, mais pour que la vérité soit connue. Camille refusa d'abord de participer. Elle ne voulait pas devenir un symbole, encore moins une figure publique. Mais l'insistance de la journaliste, le sérieux de son approche, finirent par la convaincre d'écouter. Ce qu'elle entendit lors de leur rencontre confirma ses intuitions. Marc Dubois avait à plusieurs reprises minimisé les signes de détresse d'Élise. Non par cruauté, mais par automatisme. Il déléguait, il rationalisait. Il disait qu'un enfant s'adapte. Et quand les alertes montaient, il les étouffait par souci de discrétion. Ce n'était pas un monstre. C'était un homme puissant, trop habitué à ce que tout lui obéisse. Trop convaincu que l'amour peut s'acheter par des gestes symboliques et des ressources abondantes. Camille, en sortant de l'entretien, comprit que cette histoire n'était plus seulement celle d'une fillette et d'une serveuse. Elle était devenue celle d'un système, d'un regard social à réinventer, d'un pouvoir à interroger. Et malgré la fatigue, malgré la peur, elle n'avait plus envie de reculer. Dans les semaines qui suivirent la révélation des fuites concernant les précédentes tentatives de fugue d'Élise, une transformation lente, mais décisive, s'amorça. Le nom de Camille, désormais associé à un acte de courage civil plutôt qu'à une controverse, cessa d'être cité dans les commentaires malveillants. Les réseaux sociaux, si prompts à juger, semblaient avoir déplacé leur regard ailleurs. L'attention médiatique, elle aussi, se déplaça progressivement. Mais cette fois, elle ne le fit pas dans l'indifférence. Elle laissa derrière elle une trace durable, un changement discret dans la manière dont le public percevait les histoires, comme celle d'Élise. Camille, de son côté, n'était plus la même. Elle avait décliné plusieurs invitations à parler dans des médias, refusé les propositions de contrat pour écrire un livre ou intervenir dans des débats télévisés. Elle n'avait pas sauvé Élise
pour en tirer un récit public. Elle avait simplement réagi à une détresse qu'elle ne pouvait ignorer. Mais consciente de la portée de ce qu'elle avait vécu, elle accepta finalement la proposition de la fondation dirigée par Marc Dubois. Ce n'était ni une soumission, ni une stratégie. C'était une opportunité d'agir concrètement pour ceux dont on n'entend jamais les histoires. Le projet qu'on lui confia était ambitieux, créer un programme d'accompagnement d'enfants victimes d'isolement affectif ou de négligence émotionnelle, même dans des environnements matériellement confortables. Un paradoxe trop souvent ignoré. Camille travailla aux côtés de psychologues, d'éducateurs et d'intervenants sociaux pour bâtir une structure agile, accessible, capable d'intervenir en amont des situations de crise. Elle mit son expérience au service de cette initiative avec la même sincérité qu'elle avait mise dans son geste initial. Pendant ce temps, Élise poursuivait sa reconstruction. Elle vivait toujours avec son père, mais dans un environnement radicalement modifié. Une éducatrice spécialisée résidait désormais de manière permanente au domicile. Les horaires de Marc Dubois avaient été réorganisés, contraints par les recommandations fermes des services sociaux. Chaque semaine, Élise rencontrait sa psychologue, participait à des ateliers de groupe, échangeait avec d'autres enfants dans des contextes non compétitifs, loin du monde des adultes. Camille était autorisée à la voir une fois par semaine, dans un cadre défini mais souple. Ces rencontres, devenues un rituel, étaient toujours discrètes, loin des regards, et n'étaient pas accompagnées de professionnels, sauf en cas de besoin. Elles se retrouvaient souvent dans un petit jardin public, près d'une bibliothèque pour enfants. Elles y passaient 1 heure ou 2, à discuter, jouer, ou simplement marcher côte à côte. Peu à peu, Élise retrouva son rire. Pas celui qu'elle offrait poliment aux adultes qui l'attendaient, mais celui qui naît d'une sensation de liberté, d'un moment sincère. Camille, attentive, ne forçait rien. Elle savait que la reconstruction ne se faisait pas à coups de gestes spectaculaires, mais dans la régularité d'un lien, dans la constance d'une présence. Marc Dubois, fidèle à sa parole, ne chercha plus à contrôler leur relation. Il resta en retrait, tout en soutenant activement les projets mis en place. Il finança plusieurs structures similaires dans d'autres villes de France, encouragea la formation d'équipes mobiles de repérage de cas de solitude infantile. Ce revirement, bien que tardif, ne passa pas inaperçu. Les médias en parlèrent. Les spécialistes saluèrent une prise de conscience rare dans son milieu. Certains cyniques y virent une stratégie d'image, mais Camille savait, pour l'avoir vu dans les gestes et non dans les discours, que quelque chose avait réellement changé. Dans le cadre du programme qu'elle dirigeait, Camille rencontra de nombreux enfants. Des histoires différentes, parfois plus graves, parfois plus diffuses, mais toujours marquées par un même vide, celui de l'attention réelle. Elle écouta, orienta, forma des équipes, créa des outils pour les enseignants, les animateurs, les soignants. Elle ne cherchait pas à devenir une figure médiatique ou une héroïne. Elle voulait simplement éviter que d'autres enfants passent entre les mailles du filet, comme Élise avait failli le faire. Son travail prit rapidement de l'ampleur. Les écoles commencèrent à solliciter ses équipes. Les centres de loisirs s'intéressèrent aux formations proposées. Dans ces contextes, Camille retrouvait une forme de paix. Elle n'oubliait rien, ni les nuits d'angoisse, ni les convocations, ni les soupçons. Mais elle avait transformé cette expérience en levier d'action. Et c'était peut-être là sa plus grande victoire. Un jour, en fin d'après-midi, alors qu'elle rangeait des dossiers dans son bureau, elle reçut un appel. C'était Élise. Pas par l'intermédiaire de son éducatrice ni de son père. Directement. Sa voix, encore jeune mais plus assurée, résonna dans le combiné. « J'ai écrit quelque chose. Un petit texte. Tu veux que je te le lise ?» Camille sourit. Elle ferma son classeur, s'assit sur le bord du bureau. « Bien sûr, Élise. Je t'écoute. » Et la voix de la fillette, posée, douce, remplit l'espace. Il ne s'agissait pas d'un poème ni d'un témoignage. C'était une petite histoire, celle d'un oiseau tombé d'un arbre, recueilli par une passante puis rendu à sa branche, mais qui, depuis, revenait chaque jour chanter à sa fenêtre. Une métaphore simple, mais d'une justesse bouleversante. Camille l'écouta en silence, les yeux fermés. Lorsqu'Élise eut terminé, un silence doux s'installa. Puis la fillette dit « Tu crois que d'autres oiseaux tombent encore ?» Camille répondit sans hésiter « Oui, mais maintenant, il y a des gens pour les voir. » Cette réponse n'effaçait pas le passé, n'abolissait pas la douleur, mais elle disait l'essentiel.
Une promesse de vigilance, de présence, de continuité. Camille raccrocha, regarda par la fenêtre. Le jour tombait doucement sur la ville. Elle pensa à tout ce qui s'était passé, à cette nuit pluvieuse, à ce regard d'enfant silencieux, à tout ce qu'elles avaient traversé. Et elle comprit que la reconstruction, dans sa lenteur et son exigence, portait en elle quelque chose de bien plus fort que l'élan initial. Elle ne réparait pas seulement, elle permettait de renaître autrement. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Camille avait officiellement pris la tête du projet d'aide sociale pour enfants isolés, financé en partie par la Fondation Dubois. Le rythme de son quotidien avait changé radicalement, mais ce n'était pas une rupture brutale. C'était une transformation progressive, logique, comme si tout ce qu'elle avait vécu l'avait préparée à cela sans qu'elle ne le sache encore. Chaque journée était désormais rythmée par des rencontres, des échanges avec des éducateurs, des visites dans les écoles, des formations dispensées à des professionnels du terrain. Le projet avait pris une ampleur inattendue, bien au-delà de Lyon. Des communes voisines avaient exprimé leur intérêt. Des institutions publiques demandaient à collaborer. Camille ne cherchait pas à faire grandir son nom, mais la cause. Et cette clarté d'intention rendait son action d'autant plus efficace. La structure qu'elle avait fondée, intitulée simplement « Présence », ne se contentait pas d'identifier les enfants en situation de solitude affective. Elle créait aussi des espaces où ils pouvaient s'exprimer, jouer, être vus autrement que comme des élèves, des patients ou des membres d'un foyer. L'approche était résolument humaine, sans jargon, sans lourdeur administrative. Camille veillait à cela avec rigueur. Elle savait d'expérience que c'était souvent dans les détails du quotidien que les enfants perdaient leur voix. Parmi les premiers enfants accompagnés dans ce cadre, certains cas étaient profondément marquants. Camille retrouvait dans leur regard les mêmes ombres qu'elle avait vues chez Élise. Le silence trop lourd pour leur âge, l'effacement progressif derrière des comportements dociles ou agités, les gestes d'adultes qui avaient appris à se faire oublier. Mais à travers l'écoute, la stabilité et surtout la régularité d'une présence non menaçante, ces enfants reprenaient peu à peu confiance. Et ce processus, lent, fragile, lui rappelait constamment pourquoi elle avait fait ce choix. Élise, elle, faisait désormais partie de son quotidien. Pas comme un souvenir, mais comme une réalité active. Elle se voyait chaque semaine, parfois dans le cadre du programme, parfois en dehors. Les premières rencontres avaient été prudentes, presque timides, encadrées par des référents. Puis, progressivement, la spontanéité avait repris sa place. Élise se rendait seule à leur rendez-vous. Elle venait avec un livre, un jeu, une histoire à raconter. Camille ne cherchait jamais à en savoir plus que ce que la fillette voulait dire. Elle l'écoutait avec attention, accueillait ses silences, ses élans, ses changements de sujet. Un jour, Élise arriva avec un cahier. Elle le tendit à Camille sans un mot. À l'intérieur, une suite de petits textes illustrés, rédigés avec soin. Des histoires d'enfants qui se perdaient, de passants qui les voyaient, de chemins retrouvés. C'était une façon de dire les choses sans les dire. Une manière de garder le contrôle sur son récit, tout en l'offrant à quelqu'un. Camille prit le cahier comme un trésor. Cette capacité à nommer ses émotions sans s'y noyer, Élise l'avait acquise lentement. Grâce à la psychologue, au cadre réorganisé chez elle, mais surtout grâce à ce lien construit en dehors de toute obligation, de toute stratégie éducative. Camille représentait pour elle une alternative, un rappel constant que d'autres façons d'être au monde étaient possibles. Marc Dubois, de son côté, continuait d'évoluer. Il n'était pas devenu un père parfait. Il restait absorbé par ses responsabilités, souvent en décalage avec le monde intérieur de sa fille. Mais il avait appris à faire silence, à écouter, à reconnaître qu'il ne pouvait pas tout réparer avec de l'argent ou des initiatives grandioses. Lors de certaines réunions organisées par la Fondation, il restait en retrait, laissait Camille parler, se contentant d'apporter les ressources sans chercher à prendre la lumière. Cette posture nouvelle lui avait valu un respect discret, mais réel, de la part des équipes. Un événement marqua symboliquement cette nouvelle dynamique. Une conférence fut organisée à Bordeaux autour du thème de la solitude infantile dans les milieux favorisés. Camille y fut invitée pour intervenir en ouverture. Elle hésita longtemps, puis accepta. Elle ne parla pas d'Élise ni de son propre rôle. Elle évoqua simplement ce que c'était pour un enfant de vivre entouré mais invisible,
de se réveiller chaque jour dans une maison pleine de murs mais vide de regards. Elle termina son discours par ces mots. Voir un enfant ne suffit pas. Il faut qu'il sente qu'on le regarde vraiment. Pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, même quand il ne parle pas. Le silence dans la salle fut total. Puis les applaudissements éclatèrent, longs, sincères. Ce moment ne changea pas tout, mais il affirma quelque chose. Camille n'était plus seulement celle qui avait agi un soir de pluie. Elle était devenue une voix légitime, construite par les actes, non par la notoriété. Le soir même, de retour à Lyon, elle retrouva Élise dans le petit parc habituel. La fillette l'attendait avec un sac à la main. Elle en sortit un petit objet emballé dans du papier kraft. Camille ouvrit le paquet avec précaution. À l'intérieur, un cadre simple, contenant un dessin représentant 2 silhouettes, toujours les mêmes, sous un parapluie. Mais cette fois, en plein soleil. La pluie avait cessé. Camille ne dit rien. Elle serra Élise dans ses bras doucement, sans forcer. « Tu sais, dit la fillette après un moment, ce dessin, c'est pour te dire que même si un jour je vais loin, je n'oublierai jamais que c'est avec toi que j'ai appris à ne plus avoir peur de pleuvoir. » Camille ferma les yeux. C'était la fin d'un cycle, le début d'un autre. Pas une fin en soi, mais une forme d'aboutissement. Une reconnaissance sans besoin d'expliquer. Le lendemain, dans son bureau, elle accrocha le dessin au mur, à hauteur de regard, juste à côté du cahier d'Élise, rangé dans une étagère ouverte. Elle savait que d'autres enfants viendraient, avec d'autres histoires, que le combat contre l'invisibilité ne s'arrêterait pas là. Mais elle avait maintenant une force que rien ne pourrait effacer, celle de savoir qu'un geste, même anodin en apparence, peut transformer 2 vies à la fois. Et cette nuit pluvieuse, dans les rues de Lyon, où tout avait commencé, n'était plus seulement un souvenir. Elle était devenue l'ancrage d'une promesse, celle de ne jamais détourner les yeux, celle d'être là, même sans certitude. Et surtout, celle de toujours croire que chaque enfant mérite une seconde chance, parfois même une première.